grosse, c'est beaucoup dire, mais on va dire une nouveauté de la semaine est que Anthropic, enfin ce sont deux choses qui se sont produites en même temps. La société Anthropic, donc qui est à l'origine du chatbox, de la chatbox qu'on connaît tous, Claude, a cette semaine à la fois lancé un nouveau modèle Opus 4.7 qui est réputé particulièrement puissant pour ce qu'il y a de plus poussé. Bonsoir, oui, bonsoir Catherine. Donc on a deux gicocottes, si je ne me trompe pas. Donc un modèle particulièrement puissant pour les travaux les plus ambitieux, c'est-à-dire ceux qui demandent le plus de raisonnement, le plus de sophistication mathématique et de puissance de calcul. Donc c'est un modèle qui est réputé être le plus puissant du marché aujourd'hui. Donc capable, je ne veux pas dire de faire des miracles, mais en tout cas capable de faire bien des choses. En parallèle, Anthropic a lancé également un outil qui s'appelle Claude Design. Claude Design permet quoi? Moi je ne l'ai pas testé, donc je vais en parler pour l'instant sans l'avoir testé moi-même. Claude Design, c'est un outil qui, de ce que j'ai compris, permet de créer un site internet en quelques secondes en reprenant en gros l'esthétique de sites qu'on a pu voir, qu'on a pu aimer, qui ensuite s'appuie aussi sur une bibliothèque de style et en gros par un simple prompt donnant des instructions assez claires sur ce qu'on veut, génère le site avec l'esthétique idéale de ton choix. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que en même temps que Anthropic a sorti ces deux choses, ils ont recruté la personne qui était en charge du design chez Figma. Alors Figma, c'est quoi? Figma, c'est une autre société d'IA qui, elle, travaille justement sur de la génération de vidéos, de photos assistées par l'IA et de design et de choses esthétiques. Donc le débauchage de la personne à la tête des opérations, à la tête des innovations, est quelque part un signe que quelque chose se trame du côté d'Anthropic qui là cherche à consolider un positionnement. On voit donc Anthropic a lancé deux choses qui sont supposées majeures dans le monde de l'IA cette semaine, enfin pour les semaines à venir. Et, chose intéressante, OpenAI reste à la traîne. Donc OpenAI n'a rien annoncé. Alors, évidemment, on ne va pas s'attendre à ce que toutes les semaines, OpenAI lance une nouveauté, une nouvelle révolution. On est bien d'accord là-dessus. Évidemment, on ne va pas s'attendre à ce que, à chaque fois que l'une des entreprises de l'IA lance un nouveau modèle ou un nouveau projet, l'autre en fasse autant. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par le passé, à chaque fois que l'un des deux lançait un nouveau modèle ou un nouveau produit, l'autre, dans la foulée, en faisait de même. Dans la foulée, ça pouvait être comme pour le lancement de Sonnet 4.6 par Anthropic, annoncé, je ne me souviens plus du jour exact, mais je crois autour du 25 ou 26 février, et 20 minutes après, OpenAI annonce le lancement de ChatGPT 5.3. Donc, intéressant de voir, de 5.2, pardon, intéressant de voir que cette fois-ci, OpenAI n'annonce rien. OpenAI reste à la traîne.
Donc, Anthropic lance de nouveautés, OpenAI n'annonce rien. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la presse a évoqué une chose que j'avais déjà mentionnée la semaine dernière concernant OpenAI, c'est que cette entreprise n'a pas de business model. Et donc toute la difficulté, c'est que OpenAI se cherche. Donc OpenAI, qu'est-ce qui leur arrive? Il leur arrive que ça a été la première entreprise de l'IA du grand public qui a lancé ChatGPT fin 2022, qui a bouleversé les usages, et OpenAI a ensuite très tôt lancé plein de nouveaux services, on va dire, dont un certain nombre de gadgets, hein, il faut le reconnaître. Un générateur d'images qui était DALL-E à l'époque, un générateur de vidéos, Sora, qu'ils ont abandonné il y a 2 semaines, et puis plein d'autres. Et il se trouve que OpenAI dépense énormément d'argent. OpenAI mobilise énormément de fonds propres qui sont brûlés quasiment aussitôt, comme si c'était de la trésorerie. Et OpenAI ne génère pas, enfin si génère, mais pas suffisamment de revenus. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous annonçais que qu'Anthropic avait vu ses revenus pour la première fois dépasser ceux d'OpenAI. Donc Anthropic générait la semaine dernière un peu plus de 30 milliards de revenus, là où OpenAI en générait un peu moins de 30. Et OpenAI est sur le point de faire une entrée en bourse et est estimé aujourd'hui à 850 milliards de dollars, là où Anthropic, qui est plus petit, est estimé plutôt autour d'une cinquantaine ou d'une centaine de milliards de dollars. Et Anthropic, donc, qui est plus petit, Anthropic, qui est moins consommateur de ressources, qui est moins gourmand, finalement génère plus de revenus qu'OpenAI. Donc ça, c'est un sérieux problème pour OpenAI. On ajoute à ça le fait que OpenAI a beaucoup perdu en popularité, là où Anthropic a gagné des galons, avec notamment l'affaire du Pentagone, dont je vous avais parlé dernièrement. Donc c'était il y a bien un mois. Et pourtant, malgré ces enjeux, donc OpenAI espère continuer de séduire et notamment les entreprises. Anthropic a commencé à faire son trou auprès des entreprises, qui est son principal marché, hein. Et OpenAI, aujourd'hui, génère plus de 60% de ses maigres revenus auprès du public, comme vous et moi, et pour un peu moins de 40% auprès des entreprises et des administrations publiques, avec l'idée, quand même, d'inverser la tendance. Donc, OpenAI est en train de chercher à changer de modèle pour pouvoir séduire les entreprises et gagner de l'argent auprès d'elles. Mais toute la difficulté va être d'y parvenir dans la mesure où OpenAI est reconnu comme l'IA du grand public, grosso modo. L'IA gratuite du grand public, avec son côté un peu gadget. Donc on pense notamment à ces outils, je vous le disais, de génération de vidéos qui n'existent plus aujourd'hui, de génération d'images qui existent encore, mais dont certaines fonctionnalités ont été arrêtées. On peut penser à la simple génération de texte, le fait que ChatGPT, à ses débuts, faisait les devoirs des élèves et des étudiants très bien, était capable de passer des épreuves du bac avec succès. Bon, ça restait joli pour épater la galerie.
OpenAI a cherché à évoluer en améliorant ses modèles, en lançant de plus en plus de choses, mais le problème est que OpenAI a toujours collé à la peau cette image, bonsoir Mirella, a toujours collé à la peau cette image de l'IA du grand public, de l'IA gadget, quoi, de l'IA pas, comment dire, pas professionnelle finalement. À l'inverse d'Anthropic. Donc Anthropic a un business model qui est clair, Anthropic est coûteux, mais ça on le sait. Anthropic est relativement élitiste, on va dire. OpenAI ne l'est pas, mais ça ne fait pas un business model. Donc les infos de la semaine en la matière étaient sur, en très très grande partie, le fait que OpenAI était vraiment en grande difficulté identitaire. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que il faut qu'il se trouve, OpenAI se cherche, et il faut qu'il se trouve finalement un positionnement, qu'il se trouve véritablement un marché et des sources de revenus qui tiennent la route, parce que c'est ça le nerf de la guerre au final. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu la semaine dernière, et puis cette semaine aussi, des portraits de Sam Altman, le patron d'OpenAI. La semaine dernière, un portrait qui montrait en fait la face sombre du personnage. Donc une personnalité, alors si je dis complexe, ça va être valable pour tout le monde. Personne n'a une personnalité simple, mais une personnalité complexe, mais surtout peut-être cynique et opportuniste, peut-être un peu capricieux, mais sur le mode enfant prodige, voire fils prodigue de la Silicon Valley, qui n'a pas hésité à piétiner ses valeurs pour faire acte d'allégeance à Donald Trump très clairement pour 200 millions de dollars, le contrat avec le Pentagone. Donc il y avait ce portrait, et puis aujourd'hui j'ai vu un autre portrait de lui, encore plus sombre, publié dans The Wall Street Journal et traduit dans l'Opinion. Et là, ce qui était intéressant, c'est que ce portrait dessinait un entrepreneur qui en fait n'avait pas forcément envie d'être là. Un entrepreneur qui n'avait pas forcément envie d'être le patron d'une grosse entreprise, mais qui avait plutôt envie de s'amuser avec des investissements auprès de plus petites entreprises, avec notamment un fonds d'investissement qu'il a lancé, avec 2-3 startups, notamment dans l'énergie, qu'il a lancé aussi, et qui semble l'intéresser davantage que véritablement OpenAI. Et c'est quelque chose qui semble inquiéter son conseil d'administration et inquiéter les investisseurs. J'ai aussi redécouvert une chose que j'avais complètement oubliée, c'est que Sam Altman, donc fondateur d'OpenAI, avait été licencié d'OpenAI avant d'être rappelé. Donc il avait fondé OpenAI avec Dario Amodei, qui est aujourd'hui le patron d'Anthropic, en 2019. Il a été licencié, je ne sais plus en quelle année, je crois que ça devait être en 2020 ou 2021, et il est revenu pour le lancement de ChatGPT. Mais il semble dire qu'il n'a pas spécialement envie d'être à la tête d'une société cotée. Autant vous dire que ceci, plus l'absence de stratégie claire et d'identité, plus des prix hors de contrôle, des coûts hors de contrôle, ça fait pas vraiment bon ménage. Ça n'est pas propre à rassurer des investisseurs. Donc ça, ce sont les grands événements de cette semaine.
À présent, il y a aussi autre chose qui s'est produit cette semaine. Il y a eu le lancement de nouveaux agents d'IA. Alors, de nouveaux agents d'IA, d'agents qui peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur et l'utiliser à votre guise, hein. Et là, donc, il y a eu, un agent qui a été lancé qui s'appelle Hermès. Donc là, moi je ne les ai pas testés ces agents, hein. Je ne suis pas un grand fan, donc je ne les ai pas testés. Mais donc il y a eu Hermès qui en gros peut prendre le contrôle complet de l'ordinateur. On lui donne des instructions, un certain nombre de tâches et il peut prendre le contrôle, travailler pour vous jour et nuit, faire en gros surfer sur internet pour vous, envoyer des mails à votre place, consulter votre compte en banque pour vous, faire des réservations de voyages, de places de théâtre pour vous, etc. etc. Moi je trouve ça assez angoissant, hein, mine de rien. Donc cet agent vient s'ajouter à Claude Kawak d'Anthropic, qui était le deuxième à être vraiment structuré, le premier étant OpenClaw qui est open source, qui est gratuit, ouvert au grand public, mais dont le créateur a été recruté par OpenAI. Cette personne en question disait de ne surtout pas utiliser sa création parce que un nid de failles de sécurité. C'est très risqué de l'utiliser, donc surtout ne l'utilisez pas ou soyez très prudent, disait-il. Et on a eu donc ensuite Claude Kawak qui est sorti, qui fait à peu près le même genre de choses, mais de manière supposée plus sûre. Cette semaine, Hermès est sorti. De la même manière, Perplexity, qui est un troisième acteur de l'IA dont j'ai assez peu parlé jusqu'à présent, Perplexity a aussi lancé son propre agent autonome. Et de plus en plus, la mode est sur ces agents. Alors, en quoi c'est gênant ? Enfin, gênant. Moi, il y a un truc qui me paraît gênant. En quoi il y a du danger ? Le danger, c'est que vous confiez en fait le contrôle de votre ordinateur à une IA sans savoir ce qu'elle va faire. C'est-à-dire qu'elle décide de ce qu'elle va faire. Vous lui donnez des instructions avec une finalité, donc tu vas vers ça, mais l'IA comprend qu'il faut qu'elle mette à disposition tous les moyens possibles pour arriver le plus vite possible, le plus facilement possible à cette fin. Et c'est là que ça peut poser quelques problèmes. Donc les quelques problèmes que ça peut poser sont lorsque l'IA envoie des mails pour vous, rédige et envoie des mails pour vous. Ce qui est gênant, c'est que là, c'est votre nom, c'est votre signature, mais sur quelque chose que vous n'avez pas validé, quelque chose dont vous ignorez même l'existence. Donc en termes de responsabilité, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Imaginez, donc vous envoyez un mail, peu importe ce qu'il y a dedans, et le destinataire vous appelle, disant tiens j'ai reçu ton mail, blablabla. Vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit exactement. Oui, éventuellement. Bon. En termes de sérieux, on fait quand même mieux. Mais on peut très bien avoir aussi des mails peu amènes, des mails harceleurs ou autres qui sont envoyés depuis votre adresse en votre nom avec votre signature et implicitement validés par vous. Bon, on pourrait me dire, oui, mais on peut mettre des garde-fous, etc. Bon, je veux bien. Moi, une autre chose qui fait que je suis pas un fervent défenseur de ces outils, en tout cas pas aujourd'hui, et que je suis pas un utilisateur moi-même, c'est que j'ai lu comme beaucoup cette histoire d'une personne qui avait donné une tâche à son agent, qui était OpenClaw,
je ne sais plus ce que c'était, la tâche en question, mais l'agent a estimé que pour pouvoir remplir sa tâche, il fallait qu'il suive une formation et il a payé une formation en ligne. C'est-à-dire qu'il a dépensé sans l'aval de l'utilisateur, hein, on va dire de son maître quelque part, il a dépensé 200$ pour s'offrir cette formation, pour pouvoir avoir l'entraînement, les connaissances nécessaires pour remplir sa tâche. C'est là que pour moi, il y a aussi quelque chose qui commence à être problématique. Quand ce qui est comment dire, le plus intime dans la décision, à savoir signer quelque chose ou effectuer un paiement, est complètement délégué à un agent autonome sans validation de quoi que ce soit. Moi, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment problématique. Alors, je vais vous montrer autre chose. Moi, j'utilise autre chose. J'utilise deux autres choses dont je vous ai déjà parlé, qui s'appellent pour l'une Codex et pour l'autre Anti-Gravity. Et donc, dans les deux cas, Collect et Anti-Gravity vous demandent systématiquement le niveau de contrôle que vous leur accordez. Et donc là, je vais vous montrer un truc. Je suis en train de créer une appli. J'ai fait une migration, c'est-à-dire que je l'ai fait déménager d'un serveur vers un autre. Et ensuite, j'ai fait un certain nombre de tests pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Et là, je vais vous faire voir en direct ce qui se passe quand on lui donne un contrôle partiel, ou en tout cas avec validation humaine, parce que c'est ça qui est important. Donc là, je vais lui dire, refais le test qui a échoué, et vous allez voir. Donc il va refaire, et il va me demander à un moment... donc là, il est en train de réfléchir pour essayer de reconstituer ce que je lui ai demandé. Donc il relance exactement le test, etc. Et voilà, c'est là que ça devient intéressant. Ici, il me demande si je veux qu'il refasse le test qui a été bloqué par des questions d'autorisation qui n'ont pas été accordées ou pas. Et donc là, oups, excusez-moi, on sonne, je reviens de suite. Toutes mes excuses. Une voisine qui a oublié ses clés. Voilà. Donc, disais-je, là, j'avais demandé, il m'a proposé de faire un test sur l'appli que j'ai lancée, que j'ai créée, et le test a échoué une première fois parce que certaines autorisations n'ont pas été données. Et là, donc il me demande l'autorisation de refaire le même test. Et là, moi, ce que j'aime avec cet outil, c'est qu'il me demande l'autorisation. Et il me la demande en disant, est-ce que tu me la donnes pour maintenant? Est-ce que tu me la donnes systématiquement? Est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire systématiquement ce type d'action? Ou bien, est-ce que tu me donnes d'autres instructions? Et là, je vais lui dire, par exemple, sur quoi a échoué le test. Donc là, je ne vais pas donner l'autorisation. Je lui demande de m'en dire davantage pour comprendre ce qui s'est passé et pour évaluer quelles autorisations je vais pouvoir lui donner. Et s'il y en a d'autres ailleurs qu'il faut que j'ouvre ou pas. Donc il me dit, le test n'a pas échoué, mais l'exécution SSH depuis mon environnement. Donc l'exécution SSH, c'est la connexion à ce qu'il y a derrière l'application sur le serveur. Donc en gros, c'est la connexion sécurisée au serveur qui a échoué. Donc ça veut dire que qu'en gros, il y a
qu'en gros il y a une, comment dire, un accès qui est fermé. Est-ce que je vais l'ouvrir ou pas? Ça, j'irai voir à la main. J'irai regarder moi-même. Et un outil comme OpenClaw, lui, en fait, il fait fi de tout ça. Il n'a cure de ces questions et en gros va aller se servir, va aller désactiver les portes de sécurité, les verrous, pour pouvoir s'offrir tous les accès à peu près tout ce dont il a besoin et sans que vous le sachiez forcément. Donc moi, c'est en ça que je suis quand même très 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 prudent.